Bonjour à tous et bienvenue sur Viking Studio. Aujourd'hui on est parti pour une nouvelle vidéo dans la série Vers l'infini et l'au-delà sur l'exploration spatiale, la conquête spatiale. Sachant que vous verrez, il y a du très lourd qui arrive sur ce sujet là. Je sais pas où ça en sera quand la vidéo sortira parce qu'il me faudra trouver des choses. Aujourd'hui on va parler de comment aller dans l'espace. Parce que c'est un sujet important, parce que aller dans l'espace c'est compliqué, c'est quelque chose, c'est pas ouvert à tout le monde. Aujourd'hui nous allons découvrir comment aller dans l'espace. Pour aller dans l'espace déjà il faut... On va juste parler de lancer une charge utile dans l'espace. Alors déjà il y a... Si on reste autour de la Terre, enfin, même si on reste pas autour de la Terre, en fait il y a plusieurs options. On peut juste passer par la case espace dans ce qu'on appelle un vol suborbital. Un vol suborbital, en gros, ça veut dire qu'on va aller dans l'espace, mais on va pas se mettre en orbite autour de la Terre. C'est par exemple les deux premiers astronautes américains entrés dans l'espace, Alan Shepard et Gus Grissom, ils sont passés par un vol suborbital. C'est-à-dire qu'en gros, ils ont décollé à bord de leur fusée, dans leur capsule. Et en fait, la fusée, il y avait un seul étage qui a brûlé jusqu'au bout, l'étage, il a brûlé tout son carburant. La capsule a été larguée, elle a fait une cloche. Et en fait elle ne s'est pas mise en orbite parce que le vol suborbital nécessite beaucoup moins d'énergie et beaucoup moins coûteux et beaucoup moins dangereux parce qu'on va beaucoup moins vite. Parce qu'il suffit juste de monter jusqu'à cette altitude là. Le X-15 qui était un avion expérimental américain faisait des petits vols suborbitaux parfois. Bon, en général il dépassait rarement les 80-90 km, mais il y en a qui ont réussi à dépasser les 100 km parce que l'espace commence à 100 km, c'est à l'île de Kármán. Ensuite il y a ce qu'on appelle le vol orbital, ça veut dire qu'on va se placer en orbite. Alors on peut se placer à plusieurs orbites, donc par exemple l'ISS c'est à 400 km d'altitude. Grosso merdo, une orbite classique en orbite terrestre basse, attention je parle bien de l'orbite basse, c'est-à-dire l'orbite terrestre basse est généralement en dessous des ceintures de Van Allen. C'est là que sont situés la plupart des satellites. Ceinture de Van Allen qui nous protège des radiations solaires. Donc la vitesse d'un satellite c'est environ 28 000 km/h parce qu'en fait il est en chute continue, mais en gros là vous avez la Terre et il va tomber derrière la Terre continuellement. En fait c'est une chute libre perpétuelle l'orbite. On peut se mettre en orbite. Après on peut aller en ce qu'on appelle une orbite géostationnaire. Donc une orbite géostationnaire c'est à 36 000 km d'altitude, c'est très fin parce que ça suit l'équateur si je dis pas de bêtises. Et donc en fait c'est une orbite où le satellite est en continu au-dessus du même point de la Terre. En fait il tourne exactement à la même vitesse que la Terre. C'est très pratique par exemple pour les satellites de télécommunication. Après on peut aller sur la Lune. Donc là il nous faudra atteindre ce qu'on appelle une vitesse de libération. Donc il faut faire une injection translunaire. Et là on peut se mettre sur en général par exemple les vols Apollo, la plupart sauf Apollo 13 qui a causé des problèmes. Parce qu'Apollo 13 c'était pas tout à fait ça, c'était pas une trajectoire dite de retour libre, ils ont fait un peu galérer. Enfin c'était pas une trajectoire de retour libre, enfin, ça en était une sans en être une en fait. C'était une trajectoire un peu différente qui les a fait un peu galérer et puis après ils se sont dit oulala on va abandonner ce type de trajectoire. Donc en fait ça veut dire que le vaisseau il va faire en gros une cloche, il va aller autour de la Lune et si on ne le freine pas pour le mettre en orbite, il revient tout seul vers la Terre. Donc il y a ce type de trajectoire là aussi, donc on peut aller sur la Lune, donc pour ça il faut encore accélérer. Et après on peut aller visiter d'autres planètes. Alors ça dépend des planètes, en fait selon les planètes, par exemple pour aller vers Mars ou Vénus, on peut faire ce qu'on appelle un vol direct. Donc ça veut dire qu'on accélère comme un bourg, en fait on se met en orbite. Ou en gros on prend une trajectoire, on accélère comme un bourrin pour quitter la sphère d'attraction terrestre. Parce que pour aller sur la Lune on reste un peu dans la sphère d'attraction terrestre. Et là on va aller vers Mars ou Vénus, alors il faut pas aller trop vite parce qu'il faut que la planète fasse l'effet d'une fronde pour freiner en fait le... En fait il y a un effet de fronde inversée, un effet de frein pour un frein gravitationnel qui permet d'économiser du carburant parce qu'on n'arrive pas trop vite. Parce que ça coûte du carburant tout ça. Ensuite dans les autres planètes, on va devoir utiliser ce qu'on appelle l'assistance gravitationnelle. Donc on a les planètes par exemple... Donc on peut aller vers Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune, des ceintures d'astéroïdes, la ceinture de Kuiper, Pluton qui n'est pas une planète, le nuage d'Oort, même si le nuage d'Oort, il n'y a pas grand monde, il n'y a pas beaucoup de sondes qui ont dépassé, il y a 4 sondes au total je crois si j'ai pas de bêtises qui ont dépassé la ceinture de Kuiper, du moment où je tourne la vidéo. Parce que New Horizon, je sais pas, peut-être qu'elle va quitter la ceinture de Kuiper un jour.
Peut-être qu'elle va aller plus loin, j'en sais rien, j'ai pas assez d'enseignements sur la mission, je suis désolé. Qu'est-ce que je veux dire? Et donc, mais par exemple, la planète la plus compliquée à atteindre, c'est Mercure, parce qu'elle est tellement près du Soleil qu'en fait, il faut... Comment dire? En fait, le delta V, c'est-à-dire la différence de vitesse qu'on doit impulser à la sonde pour qu'elle se mette en orbite autour de Mercure, est supérieur à celui pour aller sur Pluton. Et il est quasiment... Je crois que c'est quasiment pareil que pour les sondes Voyager qui sont en train de sortir du système solaire quand même. Donc ça veut dire qu'aller dans l'espace, ça nécessite beaucoup d'énergie. Donc, pour aller dans l'espace, comment on procède? On prend ce qu'on appelle une fusée en général. Parce que le canon s'est révélé inefficace. Parce qu'il implique une trop forte accélération et que du coup les charges d'outils qu'on peut emporter sont limitées. Donc une fusée, déjà il faut du carburant. Donc on a plusieurs familles de... On a deux types de carburant. Ça peut être du carburant solide, c'est-à-dire de la poudre, ou du carburant liquide. Donc les carburants solides, c'est-à-dire les moteurs à ergol solide, parce que l'ergol c'est le nom du carburant. En gros c'est de l'explosif, hein. Par exemple les boosters de la navette spatiale, bon, Challenger a démontré que ça pouvait bien péter un booster, et puis surtout qu'on peut pas le contrôler, une fois qu'on l'allume on peut plus l'éteindre. Donc, et ça propose... Alors, les boosters à poudre permettent une très forte puissance malgré leur manque de fiabilité. Par exemple, ceux de la navette spatiale sont le moteur fusée le plus puissant au monde, toute catégorie, avec 1200 tonnes de poussée. Les SRB, les Solid Rocket Boosters, ah oui, parce que les Américains sont des fans des abréviations. Donc voilà, donc les boosters à poudre sont vraiment très puissants. Mais par contre, le désavantage c'est que c'est difficile de contrôler leur allumage, leur extinction, donc ça va bien pour mettre sur le premier étage de la fusée. Donc sur ce, la suite arrive dans la prochaine vidéo. Donc la prochaine vidéo on va parler des moteurs à ergol liquide. Donc abonnez-vous pour ne pas la manquer et mettez la cloche, mettez un pouce bleu, venez me rejoindre sur Discord, on pourra parler comme ça, venez me suivre sur Instagram. J'y mets mon actualité, tout ça, ce que je fais, machin. Et ben sur ce, c'était Viking Studio et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, portez-vous bien.